Comme on l'a dit tout à l'heure, on a choisi de faire intervenir des chercheurs qui ont été financés récemment par l'AFAF. Et donc, voilà, ce seront à nouveau Véronique et Myriam qui vont animer cette session-là. Donc, en attendant, donc en fait, il y a 3 intervenants qui vont parler en anglais et un en français. Un a fait une vidéo sous-titrée. Et si besoin, on assure une partie de la traduction. Et pour les 2 autres, on traduira au fur et à mesure. Donc, comme a précisé Stéphane, on va vous présenter Sara, Richard, Gianluca, enfin je dis juste leur prénom, mais qu'on a financé sur des fonds AFAF l'année dernière. Ils vont présenter les projets correspondants. Et puis aussi, on a une vidéo de Gilles, Naeije, un chercheur belge, qui va vous présenter, lui, un projet qu'on a cofinancé avec l'association Fara. Je vais considérer que la technologie marche. J'ai eu des messages de Véro et Hélène que nous attendiez. I'll switch to English. Sarah and Richard, thank you for joining. Vero, I don't see you connected. Véronique will be managing the flash talks this afternoon with me. Again, thanks for AFAF for organizing this. Unfortunately, 2 of our flash talks have sent recorded videos. We will start with the first recorded one, and then we will move to Sara, who will present herself and share her research, and we go on. So let me first share the presentation from Gilles Naeije, sending his apologies not being able to connect online as he is traveling. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Naeije, je suis neurologue à l'hôpital Erasme à Bruxelles depuis à peu près 20 ans. Je travaille ici comme clinicien-chercheur depuis une quinzaine d'années. Ça veut dire que je partage mon temps sur une activité clinique centrée sur la prise au point diagnostic des patients hospitalisés, la prise en charge des maladies neurologiques rares et une activité de recherche en imagerie translationnelle. Si j'ai commencé mon activité de recherche, c'est grâce à ma rencontre avec Massimo Pandolfo, qui est la personne qui m'a à la fois formé en neurologie, mais qui m'a aussi fait découvrir la recherche scientifique et qui a surtout suscité mon intérêt pour l'ataxie de Friedreich. Depuis le début de mes activités de recherche, nous avons toujours voulu centrer nos recherches sur mieux comprendre le fonctionnement du cervelet, les interactions que le cervelet pouvait avoir avec le reste du cerveau et la façon dont il peut réguler son activité, et d'utiliser cette compréhension pour développer des moyens au quotidien et en clinique qui puissent permettre d'améliorer les symptômes des patients qui présentent une ataxie de Friedreich. Et c'est dans ce contexte que grâce à un financement que nous avons obtenu de la Fara et de l'Association française sur l'ataxie de Friedreich, que nous avons pu monter un projet en collaboration avec Martin Vinalec à Prague et M. Pandolfo à Montréal pour essayer de comprendre si une stimulation cérébelleuse transcrânienne non invasive d'une durée de 10 jours pouvait améliorer les symptômes dans l'ataxie de Friedreich. Comme vous le savez, le cervelet est un organe particulièrement important. Et il est particulièrement important au niveau du cerveau parce qu'il a des connexions particulièrement denses avec l'ensemble des aires corticales. Et le cervelet, par ces connexions, va réguler l'activité du cortex cérébral et que donc il va moduler l'activité du cortex cérébral et le cortex cérébral en retour, grâce à des boucles de rétrocontrôle, va moduler l'activité du cervelet. Ces boucles sont très importantes pour le fonctionnement à la fois du cervelet et du cerveau et on peut le voir sur cette image ici en bas à gauche, quand une partie de la boucle fonctionne moins bien, comme ici le cervelet, on peut voir que la partie du cortex auquel il est connecté présente une diminution de son métabolisme et de son fonctionnement. Et donc, c'est un moyen de voir déjà rien qu'avec des études métaboliques que quand le métabolisme d'une partie de la boucle, comme ici le cervelet, est altéré, le métabolisme du cortex cérébral auquel il est connecté fonctionne moins bien. Cette régulation du cervelet sur l'ensemble du cortex cérébral a mené à la théorie de la transformation cérébelleuse universelle, qui postule que le cervelet régule de la même façon l'ensemble des aires corticales et que donc le cervelet n'est pas juste impliqué dans le contrôle du mouvement, mais aussi impliqué dans le contrôle de toute une série de fonctions supérieures, comme la cognition et les émotions. Et que lorsqu'il y a une pathologie qui touche le cervelet, comme l'ataxie de Friedreich, on est en présence à la fois d'une dysmétrie du mouvement et que donc on arrive moins bien à atteindre la cible que l'on vise par le mouvement. Donc les mouvements sont moins précis, mais on présente également une certaine forme de dysmétrie de la pensée qui peut se mettre en évidence
grâce avec toute une série de tests neuropsychologiques. Et l'idée de notre projet a donc été d'étudier si en stimulant de manière électrique, transcrânienne et non invasive le cervelet, on allait pouvoir restaurer l'activité de ces boucles de contrôle du cervelet sur le cortex et de cette façon-là améliorer à la fois les symptômes moteurs liés à une dysfonction du cervelet, mais aussi améliorer les performances cognitives en se basant sur cette théorie de la transformation universelle cérébelleuse. Notre paradigme est assez simple et peut se réaliser en partie à domicile où chaque sujet va pouvoir bénéficier d'une stimulation cérébelleuse de 20 minutes par jour, 5 jours d'affilée en 2 blocs et donc au total 10 jours de stimulation. Et notre étude étudiait si ce type de protocole, donc 20 minutes de stimulation par jour pendant 2 fois 5 jours consécutifs, améliorait les symptômes moteurs et les symptômes cognitifs qui étaient associés à l'ataxie de Friedreich chez nos patients. Et pour vérifier que ce ne soit pas lié à un effet placebo, notre étude comportait également un groupe de stimulation placebo, et donc chaque patient avait les 2 types de stimulation, une première session avec une stimulation réelle ou une première stimulation avec une stimulation factice, mais chaque patient allait avoir les 2 types de stimulation et on regarde à la fin des 2 blocs s'il y a une amélioration significative des symptômes dans la stimulation réelle par rapport au groupe, par rapport à la stimulation placebo. Donc les résultats sont encore préliminaires de ce que je vous présente aujourd'hui, mais nous avons déjà pu inclure un peu plus de 20 sujets. Et chez ces patients, on a pu montrer que l'effet de la stimulation électrique transcrânienne non invasive en comparaison à une stimulation placebo permettait d'améliorer les symptômes moteurs de l'ordre d'un peu plus de 6% et les symptômes cognitifs et les performances cognitives donc d'un peu plus de 10%, ce qui correspond à une variation du score de Sara que vous connaissez bien d'à peu près 1,4 points en moins, et que donc une amélioration de 1,4 points après une stimulation électrique transcrânienne cérébelleuse. Ce qui correspond, si vous voulez avoir un ordre d'idée, à l'effet qui a été observé si on convertit le score de Sara en mFARS avec le maveloxolone dans l'étude d'extension du moxie-trial, et que donc cette amélioration du score de Sara et du score cognitif que nous avons évalué grâce à la stimulation électrique transcrânienne apporte un peu un bénéfice comparable à celui de l'homoveloxolone, par exemple. Et l'intérêt de cette étude n'est pas de remplacer un traitement pharmacologique, mais c'est de pouvoir compléter un traitement pharmacologique pour essayer d'améliorer un peu plus les symptômes au quotidien que présentent les patients avec une ataxie de Friedreich. Et c'est une étude que l'on continue encore durant les mois à venir en collaboration avec M. Pandolfo et le docteur Vinalek à Prague, et dont on espère que les résultats continueront à être aussi positifs que ces résultats préliminaires. Je vous remercie pour votre attention. Well, Sarah and Richard, sorry, we didn't have subtitles in English. I'm happy to take offline if you would like to hear better from Gill's research. Pour les gens dans la salle, le docteur Gilles Naeije est prêt à répondre à vos questions par email si vous en avez, donc n'hésitez pas à lui envoyer des questions. Et sans retard, on va passer à Sara. Véronique, would you like to introduce Sarah, or should I go ahead? And Sarah, you can start sharing your slide just to gain a few minutes. Yes, I'm afraid about the logistic here. No, it seems to work better. Do you hear me? Without echo, yes, correct. Yes, Sarah will present herself, but this is... Ah oui. Oui, ben en fait, je vais vous laisser le faire. C'est une des chercheuses qu'on a financée l'année dernière dans une thématique ouverte sur la recherche fondamentale sur l'ataxie de Friedreich. Elle va se présenter et on va essayer de traduire au fur et à mesure. Thank you. So, Sarah, we thought maybe a nice interactive way to present you is asking you a few questions. If you could present yourself, where you are working, and how did you get into science in general before FA? Sure. Good afternoon, everyone. Thank you, Myriam, for the introduction. My name is Sara Anjomani, and I lead the ataxia group at Brunel University, West London.
I joined Brunel in 2018, but overall I've been working on Friedreich ataxia for more than 12 years now. And the focus of my research is on understanding disease biology as well as identifying novel treatment for Friedreich ataxia. Thank you, Sarah. Donc, Sara est basée à l'ouest de Londres, à l'université de Brunel. Sara travaille depuis 2018 sur l'ataxie de Friedreich et pour le moment, elle est l'investigatrice principale et directrice de recherche de son groupe sur l'ataxie de Friedreich à l'université de Brunel. Et elle travaille sur des approches pharmacologiques, en même temps mieux comprendre la biologie de l'ataxie de Friedreich et essayer de se concentrer sur de nouvelles approches pharmacologiques pour la maladie. And Sarah, before you share your slide again and present your talk, can you share, and if you could draw a line between your research on Friedreich ataxia and how does it entail to a daily life of a patient with Friedreich ataxia? So our goal has always been to improve the quality of life for patients, and the simple key question for us is how we can improve basically what is happening inside the cells and improve the cellular function, with the hope that this can lead to improving the quality of life for patients as well as their family. But the key message is behind every experiment are real lives, real people, and we hope that science can make things better. Thank you, Sarah. Donc, Sarah insiste, après chaque expérience dans ce laboratoire, il y a les patients qui attendent, et en comprenant les mécanismes dans la cellule, mais aussi en apportant des approches thérapeutiques pour les cellules, donc pour la maladie. L'idée, c'est d'améliorer quelque chose dans la qualité de vie des patients, parce que c'est la qualité de vie des patients qui bénéficierait de sa recherche. Et donc, elle va partager avec nous une slide très didactique que j'ai trouvée. Thank you, Sarah. You can go ahead. Thank you very much for inviting me to speak today. It's a pleasure to be here today, and I would like to share with you some of our recent work exploring lipid pathways, specifically sphingolipid metabolism, as potential new treatment targets in Friedreich ataxia. As many of you already know, Friedreich ataxia is caused by these GA repeat expansions within the frataxin gene, and this expansion interferes with how the gene is read, leading to reduced frataxin protein. And low frataxin affects mitochondria, as you know, the cell's power stations. As a result, this causes reduced energy production, increased oxidative stress, and over time damage to important cells, including the nervous system and the heart. While this core mechanism is well understood, it does not fully explain all aspects of disease progression, and it does not give us all the treatment options we need. In our lab, we currently exploring a range of treatment strategies to slow or stop Friedreich ataxia, from increasing frataxin expression and improving mitochondrial function to antioxidants and ion chelators, as well as gene-based approaches. Alongside these therapies, our lab also focuses on building strong disease models, including patient-derived cells, as well as mouse models that we have developed and studied in our lab. These models allow us to ask whether potential treatments truly improve disease biology in a living system. Now, one pathway that does not receive much attention in Friedreich ataxia so far, but plays an important role in how cells handle stress and survival, is sphingolipid metabolism. All these molecules in red and blue that you see on this graph. This diagram looks complicated, but the key message is actually very simple. Sphingolipids, these molecules are fat-like molecules that the cells use to manage stress and survival.
Rather than just being structural fats, these molecules, they act like signals, telling cells whether to adapt to stress, repair damage, or activate cell death pathways. Now, what this diagram shows is that sphingolipids exist in a balance. Cells are constantly converting one form to another, and keeping this balance is essential for healthier cell function. We ask whether this balance is affected in Friedreich ataxia, and indeed we found that this is dysregulated in Friedreich ataxia and is shifted away from cell protection towards signals that promote cell stress and damage. Importantly, we observe this across multiple systems, as we show in this image, in patient-derived fibroblasts, neurons, heart cells, and Friedreich ataxia mouse models, seeing the same changes across all these models, giving us strong confidence that this pathway is genuinely involved in the disease. Thank you, Sarah. May I cut you just to summarize what you have already presented so the assembly stays connected to us? Ce que Sara, en fait, essaie de faire dans son laboratoire est que malgré qu'il y a plusieurs thérapies en développement pour l'ataxie de Friedreich, on a toujours le sentiment que ce n'est pas assez. Et donc, elle essaie de regarder d'autres voies qui sont dérégulées dans la cellule, outre les voies classiques de fer et de stress oxydatif, pour voir s'il y aurait un moyen d'agir sur ces nouvelles voies de signalisation. Et ce qu'elle a découvert, en fait, qu'il y avait une différence significative à travers tous les modèles qu'elle a investigués, que ce soit des cellules venant des patients, des cellules souches dérivées des patients, mais aussi des modèles de souris qui ont vu le jour, en fait, dans le labo de Sara depuis plusieurs années. Ils ont regardé ce qu'on appelle les sphingolipides. Les sphingolipides étant des lipides qui sont bioactifs, qui agissent non seulement dans la structure des cellules et dans les cellules importantes dans le système nerveux, mais aussi qui agissent comme voie de signalisation. Ça veut dire les sphingolipides peuvent aller activer ou inhiber d'autres mécanismes plus bas dans des voies cellulaires. Et donc, la première constatation était que certains de ces sphingolipides, notamment ces céramides, étaient différentiellement exprimés et différentiellement actifs à travers les modèles d'ataxie de Friedreich, comparés en fait aux cas qui n'ont pas l'ataxie de Friedreich en cellule ou en souris, mais aussi en fait que ça jouait sur la survie de ces modèles cellulaires. Et de là, Sara va continuer comment cette idée, elle a prise plus en développement dans son programme. Thanks, Sarah. Once we identified this imbalance, we ask a practical question. Can we safely adjust this pathway? Now, using targeted approaches, we boosted, as you see the blue one, the cell-protecting enzymes, and the red one, reducing the activity of enzymes that cause cell damage. And we tested this both in cells and in mice. When we did this, we found encouraging results. And here you will see results from our mouse studies. These are representative results. Overall, we're showing improved mitochondrial function, increased frataxin expression, reduced oxidative stress, together with improvements in key disease-related features. Thank you, Sarah. Do you want to go ahead with the translation? Yeah. That will be better before getting to the conclusion. Donc, dans les expériences qu'ils ont fait en boîte dans des cellules, mais aussi dans leur modèle murin, c'est d'essayer d'activer certains de ces enzymes qui étaient connus pour activer et être en faveur de la survie, mais aussi bloquer ou désinhiber les enzymes qui entraînaient des dommages cellulaires ou de la mort cellulaire. Et en ajoutant, en fait, en modulant ces sphingolipides, ils ont pu montrer aussi bien dans les modèles de cellules, mais aussi de souris, que la fonction mitochondriale était améliorée, l'expression de la frataxine augmentait et le stress oxydatif était mieux contrôlé. Donc, dans les modèles testés, moduler ces sphingolipides était bénéfique pour ces voies testées. Thank you. So importantly, we also found that these treatments, they were safe
and also well tolerated in our mice with no detectable signs of toxicity. And this is a critical early stage in evaluating any potential therapeutic strategy. Now, what we are doing now, the next step is to see whether these biological improvements, they can translate into improved functional performance, such as movement, coordination, and overall physical ability in the mice. Our findings together suggest that sphingolipid metabolism is a promising adjustable pathway that could complement existing treatment strategies for Friedreich ataxia. And although this is at early preclinical stage, it opens up an exciting new avenues for future therapeutic development for Friedreich ataxia. This work has been funded by FARA, Ataxia UK, and very generously by AFAF and Foundation for Rare Diseases, whose support was essential for the in vivo mouse studies. I'm also pleased to share that the findings from this study have been accepted for publications in iScience and are currently in press, so just keep an eye on that. And finally, I would like to acknowledge the dedicated members of my lab who contributed to this work. On a different note, as the head of Rare Diseases Network at Brunel, I'm organizing an event on June 18th, which also includes talks on Friedreich ataxia. If you happen to be in London, you are more than welcome to join, and you can contact me for more information. My contact details are here as well. Thank you for your attention. Thank you, Sarah. Donc, les résultats de Sara, après avoir testé l'innocuité, mais aussi l'efficacité au niveau biochimique de ces molécules, en fait, le traitement, bonne nouvelle, n'avait pas de toxicité chez les modèles de souris. Donc, c'est déjà un premier signe prometteur. Mais au-delà de la biochimie, de la correction du stress oxydatif, de la fonction mitochondriale et de la frataxine, les étapes suivantes seraient à voir si ces changements sont fonctionnels. Ça veut dire si ça pourrait améliorer les symptômes que les souris ont. Il ne suffit pas une amélioration biochimique, il faudrait une amélioration fonctionnelle aussi. Sarah pense que ceci est prometteur alors qu'elle insiste c'est encore en début de développement, mais ça pourrait très bien complémenter d'autres voies existantes de thérapie. Sara a remercié les fondations qui ont soutenu son travail, entre autres l'AFAF et la Fondation des maladies rares. Et elle organise en fait une journée de maladies rares dans le réseau dont elle est présidente actuellement dans la Société de biochimie et le réseau de maladies rares près de Londres en fait, à Brunel, et invite ceux qui seraient dans les alentours à participer à cet événement. Le mail de Sara est en bas de page, n'hésitez pas à lui soumettre vos questions s'il y en a. Véro, est-ce qu'on a le temps de prendre une question s'il y en a dans l'audience? Sans doute, non? Bon, je sais pas, c'est partagé. Oui, une petite question? Non? Just what the next step? So the next step is we need to confirm the safety and efficacy of these treatments in the mice. So we're doing long-term treatment to show that these drugs are safe and they also have lasting benefits in the mice. And hopefully after that, it will take a few years for us to be able to proceed to clinical trials. Thank you, Sarah. Donc, à la question, c'était quoi les étapes suivantes? Sarah a dit qu'il faudrait commencer par des études plus longues sur ces modèles de souris. Un traitement aigu ne suffit pas. Il faut un traitement chronique pour voir les effets à long terme chez les souris. Et à partir de là, en fonction des résultats, cela pourrait être développé à plus long terme. Sarah, thank you so much. With that, we will move to the next recorded presentation. On va partager le travail de Giancarlo Larossi de Rome et après cela, on passera à la présentation de Recherche. Je voudrais juste un signe de OK pour l'image et le son, aussi bien dans la salle. And Richard and Sarah, if you can confirm it's visible and audible, please.
Good morning, bonjour. C'est bon, Myriam. Ok. My name is Giancarlo Larossi, and here is Dr. Jessica Vasco. I'm a pediatric ophthalmologist, and she's a neurologist from the Bambino Gesù Children's Hospital. We're sorry we can't participate at the meeting. In this brief presentation, we're going to show you some of the preliminary results of the study we're working on. The aim of the study was to assess the extent of visual system involvement and to identify some early subclinical alterations and possible new biomarkers in children and young adults affected by Friedreich ataxie. The protocol we adopted included a series of tests to evaluate the function and the morphology of the different layers of the visual system. Here in this image, it is shown how one of the exams is performing. This is one of our young patients. It has been previously reported that Friedreich patients have alteration of the visual system. This has been confirmed by our preliminary results. We show an alteration, you can see here, of the response of the visual evoked potential, which reflects the activity of the visual cortex as a function of a specific stimulus. The response, you can see, is compared to the control data, is reduced in amplitude and is delayed in time. The same alterations were found at the level of the inner retina, as demonstrated by the response of the pattern ERG. You can see that the response in amplitude is significantly reduced as compared to the control group. Interestingly, what we found is that there's an alteration of the outer retina as well, as shown by the reduction of this other test, which is the multifocal ERG, which reflects the activity of the outer retina. These functional alterations were confirmed by the correspondent alterations that we found at the OCT scan, which is shown in this image. We showed a reduced thickness of the total retina, but in particular of the ganglion cell retina, which is the level of the innermost level of the retina. These cells constitute the retinal level from which the optic nerve is formed. To confirm the alteration of the outer retinal layers, we found an alteration of the inner plexiform later as well. I won't go in details in describing this other graph, which show the correlation between some of the morphofunctional tests we performed, and we found some interesting correlations between the response of the pattern ERG and more significantly of the multifocal ERG, which reflects, as I previously mentioned, the activity of the outer retina. Proposing these parameters as possible biomarkers to evaluate the severity stage of the disease. And now I hand over to my colleague. Okay, the second part of the study was focused on the ocular movement, and we tested all our cohort, which is composed of 34 Friedreich ataxia patients, with a specific protocol to evaluate the ocular movement with the IC-CAM, which is a device that you can see in this figure, which is a wearable device that permits to capture with specific videos the movement of the eye. In particular, we are very interested in records, the saccades, smooth pursuit, fixation nystagmus, and optokinetic nystagmus.
In the graphs are shown the comparison between this kind of movement in healthy control and in the Friedreich ataxia cohort. It is very interesting because all parameters are sensitive and are different. They have a different behavior in Friedreich ataxia from the healthy control. In particular, latency of saccades is the most sensitive differentiates the two group of control, but is also very interesting how the latency of the saccades correlate with clinical measure, in particular with Sara, with the FARS, but also with the disease duration and disease pattern. So the conclusion of our preliminary data are that latency of the saccades and all behavior of saccades, but also smooth pursuit, could be a very interesting biomarker, surrogate biomarker, which can have some significance in disease progression, and maybe also useful for the application in therapeutical trials, which is the major important point in this ataxia at this moment. And I want to thank you all of us for the attention. Donc là, je pense que vous avez... Vas-y, Véro. Je pense qu'en fait, vous n'avez pas forcément tous pu lire ce qui est écrit en dessous. Pour résumer hyper rapidement, en fait, l'étude qu'on a financée, c'était vraiment pour trouver ce qu'elle a dit à la fin, c'est-à-dire des biomarqueurs, donc des choses qui permettent après de mesurer l'avancée ou l'état d'avancement de la maladie. Et donc c'est très important. Après, c'est important aussi, ça nous paraissait très important parce que ça porte sur la vision, qui est un des pans qui est très peu étudié ou pas beaucoup traité, ou enfin soit peu étudié dans l'ataxie de Friedreich. Donc la combinaison des deux nous paraissait intéressante pour la suite qu'ils pourraient donner. Et du coup, Myriam, tu sais quelles sont leurs prochaines étapes? Donc, ils sont en train en fait de collecter plus de données et comme Gessica l'a dit à la fin, de corréler tout ceci avec les données qu'elles ont au sein de Unify. Donc, on entendra un peu plus. Leur idée, c'est de pouvoir utiliser ceci dans les études cliniques, mais il faut voir si les différences sont assez rapides pour être capturées dans des interventions. Ok, avec ceci, on passe au professeur Richard Fenstenstein. You can share your slide, Richard, and then I'll bring you the question to introduce yourself. Let me just do that. Thank you. So, Richard, if you can briefly introduce yourself and what brought you to research and then to FA. Right. I'm a professor at Imperial College and work as a neurologist at the National Hospital for Neurology in London. And I've been working on Friedreich's for a very long time, for about 25 years now. Really going from the fundamental question of how is this gene silenced by the triplet repeat to therapies potentially to overcome that silencing, and now looking in this particular study on the combination of a therapy that we found that can switch on the gene in combination with the therapy that's now everybody's been talking about a lot today, I guess, in your meeting, omaveloxolone, and potentially other therapies using heart cells derived from stem cells from patients. Thank you, Richard. Donc, le professeur Fenstenstein est basé à Londres même, et ça fait de très très longues années, je ne dirais pas le nom, qu'il travaille sur l'ataxie de Friedreich. Il s'est toujours intéressé en fait aux mécanismes de près qui sont reliés au fait que le gène de la frataxine, qui code la frataxine, est
silencieux dans l'ataxie de Friedreich. Il a travaillé sur plusieurs approches pour comprendre ceci, essayer de réactiver et plus particulièrement à essayer d'en faire un outil de thérapie potentielle. Dans ce modèle qu'il va présenter aujourd'hui, il s'agit de cellules souches qui ont été différenciées en cellules cardiaques où il essaie en fait d'inverser le déficit en frataxine en combinant plusieurs stratégies, utilisant entre autres la seule thérapie approuvée qui est l'omaveloxolone. Il est au courant qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Thanks, Richard. So I will just give you a little bit of a brief background on the history. I think everybody here is obviously aware of Friedreich's ataxia. And so these were the questions that we were asking at the top here. Which, can you see my pointer, by the way? Can you see my cursor? So how do these repeats trigger the frataxin silencing? But particularly, we wanted to look in the affected cells from patients. And a revolution happened in the ability to do this because now we can take skin cells from patients, transfect these with some chemicals that will turn them into heart cells or proprioceptive neurons. And so we were working on the heart cell side of it, and in fact Massimo Pandolfo was working on the proprioceptive neurons. And so the work I'm going to discuss here is about the heart cells, because this is a very important part, as everyone is aware, in Friedreich. Thank you. Donc, en passant l'introduction de l'ataxie de Friedreich, mais puisqu'on s'intéresse vraiment à ces répétitions GAA qui font que le gène de la frataxine est silencieux dans notre maladie, il s'est intéressé de très près à ceci dans des modèles spécifiques des deux organes essentiellement affectés dans l'ataxie de Friedreich, le cœur, dont il va parler aujourd'hui. Ce même travail a été conduit en parallèle, en fait, dans les neurones propriosensitifs, travail qui a été fait par le professeur Pandolfo, comme Richard l'a mentionné. Next. So I just wanted to point out that the top of this pile of steps the patient is climbing up towards some kind of therapy is this therapy that we developed, which will overcome the silencing of the frataxin gene, opening up the gene in order to make it switch on properly and make frataxin, which is a protein which is important, as we've heard, for protecting against damage. Omaveloxolone is a treatment which will activate that protection against damage. But there is potentially overlap between these two treatments. Ce modèle, en fait, qui grimpe les marches, c'est pour grimper pour arriver au dernier papier qui a vraiment servi à la base pour ce travail, qui est le principe, en fait, d'utiliser des inhibiteurs des HDAC, des déacétylases, des histones, en fait, pour réverser ce nœud qui est sur le gène, qui révèle de l'épigénétique, et avec ceci venir avec l'omaveloxolone qui va agir sur les déficits qui ont déjà eu lieu dans la cellule avec le stress oxydatif que l'omaveloxolone essaie de corriger. Okay, so if I move to the next slide, one can see the system that we are using in order to generate these heart cells in the lab that we can now treat with the different drugs. And so here you can see healthy and a patient, we take skin cells, we make stem cells, we expand these, and then we add various factors at different days in order to turn these into heart cells. And the heart cells you can see in this dish, if you look carefully at this video, are beating. C'est le modèle en fait expérimental que le professeur a utilisé dans son laboratoire. Il s'agit de prendre des cellules de personnes saines, mais aussi de personnes portant l'ataxie de Friedreich. Ce sont des cellules de peau qui sont différenciées avec l'ajout de plusieurs facteurs dans les boîtes en culture pour arriver à des cellules qui sont des cellules cardiaques dont on peut voir sur la vidéo qui miment en fait les battements entre elles. Can you actually see the beating? I was able, I don't know on the screen.
Est-ce que vous, je ne sais pas si dans la salle. You should see the whole Yes. plate is doing this. A few, yeah, Yeah? un peu. You can see it. Okay. And so this is very impressive to us because we can measure different aspects of how the cells beat. We can take these cells and look to see which genes are switched on and which genes are switched off by the treatments. Ceci est important non seulement parce que les cellules battent, mais qu'on peut les disséquer en fait au niveau moléculaire et voir quels gènes sont surexprimés, quels gènes sont inhibés par cette différenciation. Okay, so I can summarize without showing you lots of graphs, which of course we have, what we found, if I can actually read, because it's rather small. I think at the top it says that we've taken these two treatments, nicotinamide and omaveloxolone, and we can find that we can get a simultaneous restoration of frataxin levels. This is interesting because omaveloxolone can also increase frataxin in these cells. And so there is, as I mentioned before, overlap between the function of these different drugs. Donc, en résumé, sans montrer des graphes, mais que Richard a dit qui sont disponibles en fait, il montre qu'il arrive presque à restaurer, à rétablir le niveau d'expression de frataxine, mais aussi la réponse antioxydante en combinant l'omaveloxolone avec la nicotinamide, qui est un de ces JAK inhibitors que le professeur utilise dans son labo, dans ce modèle. And part of this is because omaveloxolone is increasing the level of a switch which upregulates antioxidant genes, including frataxin. L'omaveloxolone agissant sur plusieurs voies, plusieurs gènes, entre autres augmentant déjà l'expression de la frataxine et agissant sur les voies du stress oxydatif et le dérangement mitochondrial dans la bacille Friedreich. So we are trying to find carefully the different levels of these drugs in order to get the maximum beneficial effect. L'idée, c'est de réguler les doses, en fait, des interactions entre ces deux médicaments au niveau cellulaire pour avoir l'effet maximal désiré avec la meilleure balance entre les deux traitements. So we think this kind of system, which is quite complicated to get the right type of cell, and is going to be useful for screening multiple different drug combinations or individual drugs in order to find something that's effective before going into patients. Thanks. Donc, ce n'est pas juste une balance entre les deux doses de ces deux médicaments dans ce modèle cellulaire, mais il faudrait voir un modèle cellulaire idéal pour faire sorte de screening, de tester plusieurs autres combinaisons aussi, et donc trouver le meilleur modèle, mais la meilleure combinaison entre d'autres traitements, avant de pouvoir aller plus loin et essayer ceci chez les patients. Pardon. Thank you. And so that's just the last slide just acknowledges this is a bunch of people in the lab who've worked on this over the years. At the moment, the main protagonist is sitting at the back there. I can't really see. His name is Jackson Chan, who's been doing a lot of the cell culture work. And we are now collaborating with an expert in the heart at Imperial, who has developed a new technique for making a particular type of heart cell in the left ventricle, which we think is very important for the disease. Thank you. Donc, Richard a partagé son groupe. Jackson, qui est au fond de la table à ma gauche, est l'acteur principal de ce travail. Et pour le moment, ils sont en train de collaborer avec d'autres experts sur ces modèles cellulaires cardiaques pour évoluer le projet. Thank you, Richard.
Thank you. And I should thank the Rose Trees Foundation, Ataxie UK, who I haven't put rose trees on there, who funded the initial development of this technique. Thank you. Un remerciement à Ataxie UK qui a commencé à financer ce projet et dont je vois à la FAF après la relève. Des questions pour Richard? Véro? Oui, je regarde la salle. S'il y a des questions? Merci, parce que je ne vois pas la salle, pardon. Non? S'il y a une question au fond et le micro s'avance doucement. C'est bon, Looks c'est bon, like il y a one quelqu'un qui question is vient. coming your way. There's some questions coming? Yes. Je parle en français, ça va être plus simple. D'abord, merci à tous les chercheurs qui nous ont fait ces présentations. Je trouve qu'elles sont extrêmement encourageantes. Elles nous mettent du bon au cœur. Et je pense que c'est important pour vous, je crois, de savoir qu'on partage aussi tout l'intérêt qu'on a à vos travaux. Et aussi, ce que je soulève, ce qui je trouvais très intéressant, c'était le fait d'avoir différentes approches qui nous ont été présentées et qui sont toutes très importantes pour un malade atteint d'ataxie de Friedreich. Concernant la dernière intervention... Excusez-moi, on va peut-être leur traduire par morceaux. Tu veux Je l'ai mis dans le chat. J'ai écrit la traduction dans le chat, Véro. Okay, well, thank you anyway, and for the various approaches, and it's really reconforting for us. Concernant la dernière intervention, moi j'ai une question de néophyte et je m'en excuse par avance si elle est très mauvaise. Vous avez parlé de screening, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous arriverez à trouver la bonne balance, vous serez en mesure de screener avec d'autres médicaments les effets. Je voulais savoir quel était le lien potentiel avec ce qu'on appelle les biotechnologies dans vos travaux. Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que on peut espérer, quand on arrive à un modèle comme ça qui permet de screener, de pouvoir faire avancer plus rapidement les tests, pas nécessairement les tests cliniques, mais déjà les tests biologiques. Et après, mon autre question sera pour le professeur Gandolfo. So, Richard, the question, I'm not sure I got it correctly. The participant, after thanking, is asking, you mentioned finding the right balance to be able to do more screening for other potential drugs. So how does this relate to the biotechnology and how this could accelerate? Did I get it right, Vero? Yes. How can we accelerate? How does it relate to the biology, and how can we accelerate? Biotechnology. Yeah, so the advantage of being able to do this in heart cells is a really big step because previously, obviously, a lot of the work up to this point has been done in fibroblasts and blood cells, which don't actually manifest problems in patients. So being able to work in the correct cell type is a very big step forward. And these are human cells, not mouse cells. Clearly there is place for both going from a model system like this in order to generate much more data much more quickly than having to treat lots of different mouse lines with the same drugs. Okay. Ultimately, one would probably have to go into the animal model before going into the human anyway, because it's an organism. It's a whole. Yeah. Does that make sense? Donc la réponse de l'apport de la biotechnologie à ceci, à la question, c'est que l'effet de pouvoir faire ce screening déjà dans des modèles cardiaques est une grande avancée. Avant, ça se faisait plus dans des fibroblastes qui ne sont pas atteints dans notre maladie, alors que pouvoir les tester dans des cellules cardiaques est déjà une grande avancée parce que ces cellules sont affectées dans l'ataxie de Friedreich et ceci pourrait en fait court-circuiter les étapes et donner un résultat plus rapide, mais encore tous ces tests doivent être faits et validés avant de passer à l'humain. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, oui.
Vous disiez après, vous avez une question pour Massimo Pandolfo, mais il n'est pas là. D'accord. Et Bah, de je fait, par email. par contre, vous pouvez nous adresser les questions. Hein. C'est comme l'année dernière, on peut relayer les questions si besoin. Donc vous pouvez adresser les questions à recherche@afaf.asso.fr ou voilà. Ou tout à l'heure, il y a Gilles le premier chercheur qui a dit que vous pouvez lui écrire directement aussi. Je pense qu'il faut Stéphane presse pour qu'on clôt la session. So I'm sorry, but we have to finish here because it's a question of timing. So thanks very much. And Richard, Sarah, thank you. Um, You can join the other stream if you would like. You have the invitation. And again, thanks a lot. If you are open, AFAF could be sharing your slide, just playing with the community. If you're open to that, you can let me know offline. Thanks again, Richard, Sarah. Merci beaucoup. Désolé, je ne parle pas bien français. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Et juste pour dire qu'on a financé une extension du projet de Richard pour étudier autre chose que la combinaison OMAF plus nicotinamide, d'une part, et d'autre part, vraisemblablement, Sara a postulé pour une extension aussi de son projet qu'on risque de financer cette année, juste dans la suite du projet qu'elle vous a présenté. Voilà. Merci Véronique Véronique. was advertising the grant to both Richard and the resubmission requested by Sarah. So just acknowledging that AFAF is supporting you and your request resubmission is taken into consideration. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Myriam aussi. Je pense qu'on peut l'applaudir pour cet effort qui n'est pas facile.